Bonjour, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde qui s'intitule Enjeux politiques et écologiques du biomorphisme. Et donc de gauche à droite, nous avons donc autour de moi d'abord Baptiste Morisot, qui est philosophe, qui vient de la philosophie de la théorie d'évolution, et qui depuis quelques années développe une philosophie du vivant, de la biologie, de l'écologie, qui est aussi nourrie de disciplines voisines, de l'éthologie, de l'anthropologie. Ensuite, nous avons Maël Monteville, qui est théoricien de la biologie, et qui navigue donc, qui donne un regard sur la biologie qui est entre la biologie proprement dite, mais aussi la philosophie, les mathématiques. Giuseppe Longo, qui est directeur de recherche émérite, qui vient initialement des mathématiques de l'informatique, mais qui depuis de nombreuses années navigue dans l'épistémologie entre les mathématiques, l'informatique, la biologie. Enfin, Teruisa Suzuki, qui est un artiste d'origine japonaise, mais qui travaille beaucoup en France depuis des années, notamment autour de la région parisienne, mais pas uniquement, et ailleurs dans le monde, qui, comme vous le verrez, est un artiste qui produit des sculptures monumentales qui sont intégrées dans des paysages souvent ruraux, mais aussi parfois urbains, dans une tradition qui est héritière du land art. Alors, avant de donner la parole aux personnes qui sont autour de moi, je voulais préciser que nous avons décidé donc de décaler légèrement le problème par rapport à ce que le titre pourrait évoquer. Même si la politique et l'écologie ne seront jamais loin des discours que nous allons produire dans cette table ronde, nous avons décidé de faire porter avant tout le débat autour de la question des représentations du vivant. Et par représentation du vivant, j'entends que non seulement il y a des choix dans la manière dont nous représentons le vivant au sens d'une conception de qu'est-ce que c'est que la nature et de qu'est-ce que c'est que le vivant, mais au-delà simplement de l'aspect intellectuel, conceptuel, de la manière dont se représente le vivant, il y a aussi des imaginaires qui gravitent autour de ces différentes conceptions. Et l'idée étant que les postures épistémologiques que l'on prend sur le vivant et les imaginaires qui gravitent autour des différentes conceptions que l'on peut avoir du vivant n'ont pas simplement un impact sur la science théorique à proprement parler, mais plus largement sur la manière dont on se positionne à l'égard du vivant. Et positionner, ça veut dire non seulement théorique, mais positionnement dans l'écosystème, et positionnement esthétique, puisque le terme de représentation, bien sûr, va faire l'articulation entre l'aspect scientifique et l'aspect artistique du projet. Pour démarrer, je vais donner la parole à Baptiste Morisot, qui, depuis un certain nombre d'années, défend dans plusieurs écrits un certain diagnostic à l'égard du présent, qui est que la crise écosystémique que nous vivons actuellement ne doit pas être pensée simplement comme étant d'un côté une crise pour les générations futures humaines, une crise des ressources, et de l'autre côté une crise du vivant. Mais Baptiste Morisot nous dit, en tout cas diagnostique notre présent, sur le mode d'une crise de nos relations au vivant, et relations au vivant qui prennent en particulier la forme plus précise d'une crise de la sensibilité au vivant. Donc je vais commencer par vous poser une double question, Baptiste Morisot. D'abord, qu'est-ce que vous entendez par cette crise de la sensibilité au vivant? Première question. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous pensez que le dialogue épistémologique autour des sciences du vivant, dans lequel s'insèrent en particulier Maël Monteville et Giuseppe Longo, qu'est-ce que ce dialogue sur les représentations scientifiques du vivant peut apporter comme élément pour répondre à cette crise de la sensibilité? Merci pour ces questions frontales, difficiles, mais donc je vais tout de suite me jeter dans le grand bain. Par crise de la sensibilité, donc il faut comprendre dans cette formule
une tentative de déplacer le prisme d'analyse de la crise écologique contemporaine, qui est volontiers considérée comme une crise de notre système économique ou de nos politiques de gestion de la nature, déplacer ce spectre dans l'espace plus vaste et plus profond des formes symboliques. Par forme symbolique, il faut entendre l'ensemble des idées, des imaginaires, des pratiques par lesquelles on se rapporte au monde non humain. La crise de la sensibilité, pour vous donner une sorte de compréhension presque intuitive du phénomène, elle trouve une partie de son origine, par exemple, dans l'acte fondateur par lequel la modernité contemporaine va construire dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la peinture, la perspective comme étant un rapport dominant au paysage. La perspective étant pas seulement une technique picturale, mais aussi un rapport philosophique au monde, un certain type de mise à distance, une distinction fondamentale entre un sujet et un objet, la disparition de possibilités de rapport immersif, la distinction entre un dehors matériel qui est mathématiquement quantifiable, déterminable, et un dedans subjectif. Vous voyez, là, on a une forme symbolique qui travaille conjointement sur les sciences qui vont naître et sur les sensibilités picturales, esthétiques et existentielles qui vont être produites. Donc, un exemple pour localiser ce que j'entends ici par sensibilité. Pour le dire maintenant plus précisément, qu'est-ce que c'est une crise de la sensibilité? Eh bien, en une phrase, c'est une réduction de la gamme des concepts, des imaginaires, des significations, des pratiques qu'on peut entretenir à l'égard du vivant. Nous sommes en crise de sensibilité à l'égard du vivant quand la gamme de nos relations, de nos idées est réduite. Pour le dire autrement, moi j'appelle ça volontiers le primato-narcissisme. On est une espèce de primates sociaux, vous le savez, et en tant que tel, on est obnubilé par nos congénères, on est obnubilé par les humains. On est obnubilé essentiellement par deux types de problèmes, la famille et le pouvoir. Et ça peuple la quasi-totalité des séries télévisées. On a beaucoup de mots pour qualifier nos relations aux autres humains, aux œuvres d'art, aux objets techniques, mais on a peu de mots pour qualifier nos relations avec le vivant. Les affects que les relations avec le vivant permettent, les concepts pour penser le vivant sont relativement réduits, et ils se réduisent. C'est ça que j'appelle crise de la sensibilité. Et donc tout l'enjeu, c'est, et j'en viens à ta deuxième question, comment est-ce qu'on peut enrichir cette gamme de relations? Dans l'histoire de la modernité scientifique, il est très clair qu'il y a une corrélation entre cet appauvrissement de nos relations au vivant et notre gamme de relations au vivant et la théorisation scientifique de ce qu'est le vivant. Le vivant a été massivement interprété comme un phénomène strictement physique, sans reste. Et d'ailleurs sur une conception de la physique qui était beaucoup plus métaphysique que scientifique elle-même. Et ce qui me fascine aujourd'hui, notamment dans les travaux de Maël Monteville et de Giuseppe Longo, dont j'ai suivi les travaux depuis plus longtemps, depuis des années maintenant, c'est la tentative de travailler sur les formes symboliques, c'est-à-dire de donner aux sciences cette tâche de penser le vivant, de restituer au vivant certaines de ces dimensions dont il avait été privé par les théorisations antérieures, et notamment son historicité. Aujourd'hui, on sait que quelque chose qui est irréductible dans le vivant, c'est son historicité. On ne peut pas penser le vivant de manière strictement mécanistique, au sens ici synchronique, en enlevant le passé. On a besoin du passé, on a besoin de la mémoire, on a besoin de penser l'événement, on a besoin de penser l'émergence de nouveautés. Et ça, il faut le faire rentrer dans les sciences, précisément pour que ça ne tombe pas dans le champ de l'opinion et que les sciences du vivant conservent des modèles, je dirais, désanimants à l'égard du vivant. Donc voilà, c'est dans le sens où aujourd'hui, il y a toute une série d'attitudes dans les sciences du vivant elles-mêmes qui essaient de lui restituer sa richesse, son historicité, sa puissance de nouveauté, qu'il me semble que on travaille sur les formes symboliques elles-mêmes et sur la crise de la sensibilité. Merci.
Merci beaucoup Baptiste. Par rapport à cette question de peut-être la spécificité du langage sur le vivant en termes de nouveauté, tu viens d'employer ce terme. Donc quand on est, même sans être relié professionnellement dans le domaine des sciences du vivant, on a l'impression qu'effectivement ce qui fait la spécificité de la science du vivant par rapport à d'autres secteurs des sciences exactes, c'est qu'il y a pensé, comme vient de le dire Baptiste Morizot, en rapport à l'événementiel et donc une dimension historique du discours biologique, et cette question de la nouveauté, peut-être qu'on peut parler d'émergence aussi, je ne sais pas, qui nous permettra ensuite peut-être aussi d'articuler ça avec la dimension artistique. Joseph et Maël, est-ce que vous voulez réagir sur... je vais donner en premier la parole à Maël sur votre réaction par rapport à cette manière donc, de prendre en charge la nouveauté et le caractère historique dans les sciences du vivant. Oui, alors pour ça, on peut peut-être partir des formes justement qu'on rencontre dans le vivant. En fait, ces formes, les formes en biologie, ne sont pas que des formes, ni même des processus morphogénétiques à un moment donné. Ces formes sont inscrites dans une histoire, et c'est cette histoire qui fait que ces formes ne sont pas quelconques. Par exemple, si on prend le système vasculaire, qu'est-ce que fait le système vasculaire? Il contraint le flot du sang, en particulier, et dans le sang, par exemple, il y a l'oxygène. Et en fait, si on avait des cellules qui étaient très loin des capillaires, très loin de ce flot, alors ces cellules mourraient parce qu'elles ne pourraient pas respirer. Donc la forme du système vasculaire a ce sens particulier qu'elle permet la survie de toutes les cellules de l'organisme, et donc en fait, elle permet à l'organisme de survivre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette forme très particulière, elle vient d'une histoire, et donc si on la décrit, il ne s'agit pas donc d'une forme quelconque. Alors ce qui se passe par exemple dans un des éléments de la crise écologique actuelle, c'est qu'il y a de nouvelles molécules qui sont introduites dans l'environnement, qu'on appelle des perturbateurs endocriniens, qui viennent dérégler la genèse de ces formes biologiques, et qui fait qu'au lieu d'avoir une morphogénèse bien précise, donc issue d'une histoire pour le cerveau, par exemple, on a une morphogénèse plus aléatoire, ce qui fait qu'il y a des retards dans le développement, voire ça peut être une explication de l'augmentation très importante de l'autisme. Donc, si on revient aux formes biologiques, et plus généralement aux régularités biologiques, nous, on les conceptualise en termes de contraintes. Et donc, ces contraintes proviennent d'une histoire. Ça veut dire aussi qu'elles peuvent changer, elles ont une certaine contingence, et à la fois, elles jouent un rôle à un moment donné, et elles peuvent participer à produire une histoire, c'est-à-dire à produire des nouveautés. Et donc on a ici un point de vue où en fait la forme de la forme n'est qu'un aspect de la forme. La forme s'inscrit dans l'histoire et elle s'inscrit dans un organisme auquel elle participe. Plus généralement dans un écosystème auquel elle participe. Donc cette idée vraiment que les formes biologiques à la fois sont contingentes, ont une contingence historique, mais à la fois ne sont pas quelconques, sont l'objet de sélection, sont l'objet de l'activité aussi de l'organisme pendant son développement. C'est vraiment une idée très importante et qui fait écho à la pratique artistique. C'est-à-dire que la pratique artistique, c'est pas juste de dessiner une forme et puis bon, elle aurait immédiatement du sens. Non, il y a un travail sur les formes avant d'arriver à des objets qui ont du sens. Donc la pratique artistique sur les formes, même quand c'est des formes très mathématiques, est une pratique de constitution de sens et qui se fait dans le temps.
dans une histoire, à la fois une histoire au niveau d'un artiste et l'histoire de l'art en général. Alors, en biologie, les formes, et plus généralement les contraintes, ont un sens biologique dans un contexte particulier et qui est le contexte historique des organismes. Par exemple, vous mettez un ours polaire dans l'équateur, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Les poils, par exemple, qui font partie de la forme de l'ours polaire, vont le mettre dans une position très difficile en termes de thermorégulation. Donc, le vivant, pour être pensé correctement, et à cause de cette historicité-là, doit vraiment être pensé de manière très contextuelle et dans un cadre où contexte et histoire vraiment s'entremêlent. Et ça fait aussi écho aux travaux de Teru Suzuki, qui prend vraiment ces aspects-là en jeu, et ces aspects-là sont au cœur de sa pratique artistique. Parce que l'idée, j'anticipe un peu, mais l'idée dans sa pratique artistique, c'est d'introduire quelque chose de nouveau dans un lieu, mais cette chose nouvelle qu'il introduit, elle n'est pas justement au pif, elle n'est pas quelconque, ce n'est pas des objets quelconques, c'est des objets qui sont pensés pour s'inscrire dans ce lieu. Et c'est donc le contraire des éléments chimiques qui sont introduits, tels que les perturbateurs endocriniens, qui eux ne sont pas du tout pensés pour s'inscrire dans le vivant. Au contraire, il est des règles et il pose beaucoup de problèmes à la fois pour la biodiversité et la santé publique. Merci beaucoup Maël pour cette explication extrêmement clarifiante donc du caractère historique, de la spécificité de l'historicité des sciences du vivant. Et puisque vous faites référence donc, au travail de Suzuki, je vais donc lui donner la parole peut-être pour parler spécifiquement de cet aspect que vient d'évoquer Maël. C'est-à-dire que dans le travail de Suzuki, nous avons de la part de l'artiste, donc un intérêt extrêmement fort à la manière dont l'œuvre va s'inscrire non seulement dans un contexte géographique, c'est-à-dire comme toujours dans les pratiques héritières du land art, il y a vraiment un souci fort d'inscrire l'œuvre dans une géographie particulière, mais aussi dans une histoire, puisque les lieux dans lesquels beaucoup de lieux dans lesquels vous avez inscrit votre pratique artistique, voire une histoire en particulier, sur l'exemple que je vais vous montrer, une histoire qui a à voir à la fois avec un contexte économique et un contexte écosystémique. Ce que je vous propose, c'est de vous donner la parole pour commenter une de vos œuvres qui est particulièrement claire pour illustrer cet ancrage donc, de l'artistique, en particulier du land art, dans une histoire et une géographie du lieu. Qui effectivement fait écho, à mon avis, non seulement au caractère qui a été évoqué de l'historicité, de la spécificité de l'historicité du discours sur le vivant, mais je pense aussi qu'il y a un caractère spatial, géographique aussi de cette histoire, puisque on sait que chez Darwin, en particulier, pour prendre un exemple extrêmement connu, tout part d'une analyse de morphologie comparée, donc dans un contexte localisé, dans les îles Galapagos. Donc cette œuvre Suzuki, sur laquelle j'aimerais vous donner la parole, c'est cette œuvre fabriquée donc, en bambou que vous appelez tunnel. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose justement de cet ancrage dans ce lieu et de la manière dont vous avez pensé cette œuvre? Bonjour, je m'appelle Teresa Suzuki. Un artiste, plutôt travaille souvent façon de dialogue ici. Je présente cette pièce 2008 au Japon. Pourquoi je fais ça? L'utilisation d'environ 900 segments de bambou tranché. Petite histoire de lieu au Japon. Évidemment, le Japon, c'est majorité zone de montagne. Donc, chaque époque,
traverser transport culture, besoin de chemin plus pratique que possible. Donc voilà, c'est commencer ancien chemin, c'est toujours le zigzag, plus rapide, c'est tout droit. C'est pour ça arriver à une décision de l'État, creuser tunnel. Et cette coin-là, environ 500 mètres, il y a 5 tunnels qui existent. Donc, chaque époque, chemin de transport adapté, façon d'économie, façon de fonction du pays. Et celui-là, c'est juste à côté de route nationale numéro 1, département de Shizuoka. Il y a plus ancienne histoire de chemin plutôt sentier, quoi. Vraiment zigzag, montée montagne, descend. Et voilà, c'est cette époque assez traverser montagnes et difficultés. Mais le Japon, c'est une montagne, tout à l'heure j'ai dit. Et quand même, plus en plus, au XXe siècle particulièrement, besoin de vitesse plus rapidement possible. Voilà, c'est plus en plus trop de tunnels. Et tunnel, c'est immense pour le passage du gros camion. Et l'autre côté, existe plus ancien sentier, depuis plus ancien, c'est le 12e siècle au Japon, époque de Heian qui s'appelle. Et beaucoup d'intellectuels, beaucoup de littérature, poésie qui arrivaient à cette chemin-là. Parce que c'est un territoire dynamique. Donc voilà, chaque époque, il y a économiquement bon côté, mal côté pour la pratique. Et voilà, creuser tunnel, en même temps, arrive destruction de zones de nature. C'est pour ça, creuser en même temps, plusieurs bambouserets qui disparaissent. J'ai récupéré, voilà, profité plutôt, voilà, un peu façon de poser question, éléments naturels, c'est toujours bien utile. Amener pour bon dialogue, donner avec bonne lumière. Mon concept, c'est toujours le tunnel, c'est passage de lumière, passage aux gens, culture, tout ça. Donc voilà, c'est passage de noir, l'autre côté, on peut trouver une nouvelle lumière. Cette pièce aussi exactement pareil. Moi, souvent utilisée comme phénomène naturel en fonction de sténopée. Sténopée, c'est comme au début du système d'appareil photo. Petit truc qui donnait information de lumière l'autre côté. Voilà, c'est anglais, c'est pinhole caméra, quoi. Français, c'est caméra obscura. Voilà, il y a de petits trucs qui donnent différentes lumières. Et si le soleil qui tape, lumière qui manifeste, chaque segment de bambou qui donne à l'intérieur différentes lumières. Si gens qui traversent, il y a de petites picturalisations d'ombre visiblement manifestes en bas. C'est quelque chose de phénomène étonnant, quoi. Ça, ce n'est pas coloré, c'est lumière naturelle. Couleur rouge, c'est comme Mont Blanc qui contre le soleil. Visiblement comme sang humain qui manifeste rouge. C'est exactement le phénomène, même chose. De le bleu, c'est manifesté couleur de ciel. Donc voilà,
moi, c'est souvent utilisé fonction de mécanisme de nature. C'est bien pratiqué, bien écologique, bien correct pour moi. Ça, oui. Et donc voilà, voilà, petite parenthèse, cette pièce c'est comme ça pour amuser quelque chose, rendre côté de destruction de chemin. Merci beaucoup Suzuki pour ces explications. Peut-être je peux, avant de poursuivre la discussion, montrer quelques autres œuvres, peut-être pour au moins une ou deux, pour donner d'autres ouvertures sur votre travail. Alors je pensais particulièrement par exemple celle-ci qui s'appelle Shelter, qui pour être un autre exemple aussi d'ancrage fort, non seulement une œuvre qui s'inscrit donc dans une géographie, mais est-ce que vous pouvez parler peut-être plus spécifiquement de la manière dont vous intégrez les habitants d'un lieu en fait dans le processus de création? Cette pièce encore différente. Liu, c'est 40 km ouest de Kaol. Département de Lot. Et évidemment, c'est manifestement beaucoup de zones naturelles. Mais début du XXe siècle, Arandoa, c'était merveilleux. Moi, je n'ai pas vu, mais petite information, mais cette coin-là, il y a des bonnes vignes. C'est pas loin, Kaol de vignes, c'est ça aussi très important économiquement. Mais c'est au début, beaucoup de gens qui travaillent petit village, mais à cause de petits blessures qui attaquent, et puis culture de vignes qui est complètement détruite. C'était pour ça croissant d'habitants. Avant, 300 personnes plus qui habitaient sur place. Maintenant, aujourd'hui, quitter lieu, uniquement 50 personnes qui habitaient sur place. C'était pour ça gens qui quittaient, maisons abandonnées, beaucoup de maisons de ruines. Donc, c'était pour ça, ça m'a choquant. Mais c'est cette petit village qui s'appelle Les Arcs. Les Arcs, c'est début du XXe siècle, révolution de peinture, époque de l'école de Paris. Et Jacques qui installé hasard. Il a trouvé lieu idéal. Donc, il y a une petite église. Juste à côté, il y a l'atelier de Jacques. Donc, tous les ans, voilà, État qui invitait artistes, quelque chose pour la création. Mais cette pièce, pourquoi je fais ça? D'abord, matière. Milieu naturel. Il y a des maisons de ruines. Très tristesse, mais très visiblement caractéristique de lieu, quoi. Donc j'ai utilisé cette coin de tristesse. Mais de l'autre côté, j'aime bien encore inviter le public sur place. C'était pour ça quelqu'un qui sentit sur place quelque chose de vivant. J'ai besoin de quelque chose de vivant. Et donc, je cherche matière vivante, quelque chose de possible, costaud. J'ai trouvé hasard dans la forêt beaucoup de vieilles châtaignes qui étaient mortes, 200 ans, 300 ans, de grosses châtaignes. Châtaignes pauvres, vraiment magnifiques, très épais, très costauds. Écosse, principe, protège arbre de
peau, quoi. Mais comme peau humaine, c'est peau qui protège le corps, quoi, toujours, exactement pareil. Donc voilà, j'ai utilisé pour construire cette pièce, puis format d'escargot. Pourquoi format d'escargot? Dieu, c'est encore une histoire mince, je ne sais pas. Il y a 120 millions d'années, époque ammonite qui était vie sur place. Aujourd'hui, quand j'ai passé sur place, j'ai trouvé un petit escargot qui s'appelle Gris. Gris qui vivant, tiens, ça m'a étonné, c'est bien utile, encore vie, c'est extraordinaire histoire. La vie continue, mémorisée, génération à génération. Ça, c'est quelque chose de format parfait, presque parfait. C'est magnifique, c'est beau. Donc, c'était pour ça que j'ai utilisé le format d'escargot. Donc, possibilité, j'ai besoin de public sentir quelque chose d'escargot. Donc, j'ai utilisé même style de fonction de sténopée, multi-sténopée antérieure. Donc, j'ai mis papier de Japon pour poster image de sténopée. J'ai mis papier de Japon, voilà, un petit peu visible à côté de la porte. Là, c'est papier de Japon. Entièrement, j'ai mis papier de Japon. Donc, si spectateur qui entrait et fermait la porte, multi-images qui arrivent antérieure. Bien sûr, image Lambert. Même fermer la porte, voilà, c'est comme ça. Visiblement, voilà, image de ciel, c'est en bas. Image de tel, là-haut. Le monde, c'est Lambert. Donc, on peut chercher quelqu'un qui arrive, même fermer la porte, on peut capter de public. C'est quelque chose d'interactif, installation. C'était pour ça, si les gens qui ne passent pas, ça arrive rien. Donc, j'ai possibilité, besoin de gens qui viennent, quelque chose, inviter, sentir de sur place. Quelques dialogues de sur place, voilà. Merci beaucoup, Teruisha Suzuki, pour ces explications. Il y a un aspect de votre œuvre qui, au-delà donc de cet aspect d'inscription dans la géographie, l'histoire d'un lieu, qui va me permettre de rebondir sur une suggestion tout à l'heure de Baptiste. Baptiste Morisot avait parlé de certaines représentations du vivant qui étaient désanimantes, d'autres animantes. Or, il se trouve, pour avoir discuté avec l'artiste en préparation de cette table ronde, que nous savons que Suzuki, vous parlez souvent de votre œuvre artistique en faisant référence à une communication avec la nature, comme si la nature était quelque chose de personnifié avec à laquelle vous essayez de communiquer pour donner du sens. Vous avez parlé ici de la terre et du ciel. Hein, parfois, vous parlez vraiment de communication avec la terre et le ciel. Donc, il y a un aspect de vouloir redonner une forme d'animation aux représentations de la nature qui prennent la forme, dans votre cas, d'une personnification. Alors, je ne sais pas, en revenant vers les sciences du vivant, si une telle personnification de la nature et des êtres vivants est une posture qui sera acceptable ou non. Mais en tout cas, j'aimerais revenir à cette idée de départ, hein, quand nous avons ouvert cette table ronde, sur le fait qu'il y aurait différentes postures sur le vivant qui induiraient donc des imaginaires extrêmement différents qui, à leur tour, pourraient induire des relations entre les humains et la communauté biotique qui seraient extrêmement
différentes en fonction justement de ces postures qu'on peut adopter. Et Giuseppe Longo, parmi les postures et les imaginaires qu'on peut projeter sur le vivant, il y en a une sur laquelle vous pouvez peut-être nous éclairer particulièrement, puisque c'est une vision qui est inspirée de l'informatique. Et parmi donc, les différents moyens qu'on a de se représenter le vivant, il y a une certaine tendance dans certains courants de la pensée biologique d'utiliser un modèle programmatique ou computationnel pour parler du vivant. Par exemple, je reprends des exemples extrêmement classiques. On va parler du génome, on va parler de l'information génétique comme d'un software, et on va parler des gènes eux-mêmes dans leur matérialité comme le hardware. Il y a tout un vocabulaire où on peut essayer de projeter des modèles computationnels sur le vivant. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de la façon dont vous pensez la pertinence de ce type de modèle dans les sciences du vivant, et éventuellement l'impact que peut avoir ce type de positionnement au-delà de l'aspect purement théorique? Tout d'abord, j'étais fasciné par les travaux des artistes où chaque fois j'ai vu un talent s'immerger dans un contexte de phénomène, dans un contexte naturel, avec une créativité propre. Ce sont des formes nouvelles, mais en comptant sens. Il y a cette imagination d'une configuration de sens qui est propre à une démarche artistique et aussi scientifique. Disons, les mathématiciens qui imaginent une forme nouvelle, une structure nouvelle, fait ça, dessine un contour qui n'était pas là et qui quand même a un nouveau sens, met un sens dans son contexte scientifique, mathématique ou autre. Je crois, j'aime toujours dire que les mathématiques démarrent quand les hommes ont tracé les contours entre des étoiles en disant là il y a un taureau, là il y a un lion, il n'y en a absolument pas, mais ils ont inventé un contour en donnant un sens, en faisant une configuration de sens à quelque chose de parfaitement insensé qui sont des petits points lumineux dans le ciel. On a fait ça il y a quelques dizaines de milliers d'années, et ce contour, ces gestes, cette frontière inventée, c'est vraiment une démarche de type mathématique. Voilà. Et je trouve cette continuité, cette analogie dans l'invention scientifique, l'invention d'un contexte de sens, d'un imaginaire qui se projette, mais qui construit la nouveauté en cohérence avec un espace. Je le retrouve dans ces attitudes, dans ces travaux d'art en particulier, ce qu'on vient de voir, et que j'aime énormément. Malheureusement, contre ça, contre cette créativité que nous partageons avec la dynamique même évolutive, que sa façon de toute autre nature est en permanence une production de diversité, et contre ça, c'est inscrit une partie de la révolution scientifique formidable qu'on a faite il y a 4 ou 5 siècles, qui s'est fortement mêlée avec l'invention de machines, invention formidable, mais qui nous a fait projeter sur la nature, identifier la nature des machines. Là, donc la mécanique céleste, c'est un horloge, tout comme le corps même animal aurait dû être un horloge, pas seulement pour Descartes, mais même pour Galilée. Ses travaux sur l'allométrie sont de ce genre. Et là, vraiment, on a même, quand on faisait une révolution extraordinaire physico-mathématique, on n'a pas creusé jusqu'à l'arrivée de la révolution en biologie, disons les grands évolutionnistes, Buffon, Lamarck, Darwin, et qui ont vraiment tout changé le regard sur le vivant. Malheureusement, aujourd'hui, il y a cette fâcheuse habitude qui est très à la mode de plaquer la dernière machine, l'ordinateur, sur la nature. Donc, dire que tout est information. On a inventé, c'est observable, très intéressant qu'il y ait l'information, on sait l'élaborer, on sait le transmettre, on fait des réseaux extraordinaires, et on dit c'est la même chose, la nature. Donc, depuis 60 ans, on nous raconte que l'ADN, c'est le lieu de l'information complète, de la morphogénèse, de l'hémogenèse, de tout. C'est le programme génétique, tout ça. Moi, venant des mathématiques, de l'informatique, tout d'abord, je trouvais ça un peu offensif pour lancer le programme, puisque vous voyez, entre 30 et 40% des fécondations chez les mammifères n'aboutissent pas à un accouchement. Or, un informaticien qui me disait, j'écris un programme et 35% des fois ne marche pas. Ça, c'est pas un programme, appelle-le comme tu veux, mais c'est vrai, normalement, ça marche, quoi. Vous lancez un programme, ça s'itère à l'identique, puisque ça, c'est le but de la machine, là, qui est là. Itérer à l'identique, toujours la même chose. Vous faites la plus sauvage des turbulences non linéaires sur un écran, vous faites
restart, il va faire exactement la même turbulence identique, ce qui n'a pas de sens physique, et encore moins biologique. Puisque c'est une machine à état discret, elle donne exactement le même état, elle fait toujours la même chose, à l'identique. C'est le but de l'informatique. Même dans les réseaux, il y a un peu de hasard, il y a du bruit, beaucoup même. Mes collègues sont si bons qu'on itère, on relance une page web, ça se présente toujours à l'identique, si personne ne l'a modifié. Donc c'est vraiment l'opposé de cette variabilité qui est très fortement présente en biologie, mais qui est propre même aux dynamiques physiques non linéaires. Donc on projette sur la nature, on nous dit que l'ADN est un programme, et on fait les OGM. Les OGM sont les enfants directs de ce dogme central qui est encore présent en biologie moléculaire, qui dit toute l'information est dans l'ADN, qui pourra piloter exactement la plante dans l'écosystème, ce qui est faux. C'est les OGM, parmi les nombreux déséquilibres, manque de cohérence qu'ils ont avec l'écosystème, il y a le fait que, et suite à la résistance aux pesticides, ou suite aux façons de passer des pesticides, et provoque des dégâts très graves dont on a de plus en plus conscience à moyen terme sur le microbiome des racines. Les champignons, les bactéries des racines sont vraiment ravagées par les effets des OGM. Ça soit à moyen terme. À court terme, on peut y remédier. Vous savez comment? On achète assez de fertilisants de Bayer et on les utilise. Et voilà un des plus grands conglomérats au monde qui vient de se faire, qui est Monsanto, Bayer. Donc, et là, c'est vraiment le fruit de cette vision du programme génétique qui a abouti au maximum et à des dégâts très graves. Justement, pour se différencier de cette machine, qui, encore une fois, dans ce qu'elle fait, elle est formidable. On fait des choses absolument remarquables, essentielles à la modélisation scientifique. En aucune part, on voit mieux des images de cette machine, mais rappelons-nous, c'est une imitation encodée sur une ligne, donc une perte totale de la dimensionnalité, puisqu'elle est à état discret. Et encore une fois, les meilleurs physiciens qui font de très belles choses, du turbulence, météorologie, de non-linéaire et tout ça, vont faire le start et ça se fait à l'identique. La biologie, typiquement, est l'itération jamais identique d'un processus morphogénétique, à tous les niveaux. Une reproduction cellulaire, ça donne deux cellules, elles ne sont pas identiques. Il y a des différences de protéomes, l'ADN ne se copie pas à l'identique, les membranes ne sont pas identiques, et ça, c'est fondamental. C'est le premier pas dans la reproduction cellulaire, deux cellules qui ne sont pas identiques entre elles, les molécules se partagent différemment, etc. Le premier pas vers la production de la variabilité, de la diversité, qui est une composante essentielle de la stabilité structurelle du vivant. Une population avec 1000 habitants, 1000 animaux, est plus stable quand il y a de la diversité. Le foie est stable puisqu'il produit des enzymes avec une diversité de l'ADN, des cellules, etc. Et ça, c'est moyenne pas, c'est-à-dire ces fluctuations sur des petits nombres, pas très grands, pas aussi grands que la physique statistique, sert à cette production de diversité qui est fonctionnelle à l'organisme, à une population, à l'espèce. Ceci n'a rien à voir avec l'itération identique propre à la machine. Donc il y a vraiment dans la morphogénèse biologique, à démarrer même de la morphogénèse physique qui fournit des contraintes fondamentales, et cet aspect de la permanente variabilité qui atteint son maximum dans le jeu qui se fait en biologie entre ces contraintes physiques externes qui façonnent la dynamique, la reproduction cellulaire, et une extraordinaire contrainte interne, qui est certainement très importante, c'est l'ADN, qui est une trace physico-chimique de toute une histoire, utilisée en permanence par la cellule. On en a vu les effets dans un exposé précédent, où des changements au niveau génétique induisaient des changements très importants, puisque l'ADN, cette contrainte interne, quand il est modifié, évidemment a des effets dans un réseau très vaste d'interactions qui sont phénotypiques, sont massifs et sont très présents. Mais encore une fois, le regard est totalement différent de celle d'une machine informationnelle programmatrice, puisqu'il s'agit de contraintes physico-chimiques d'une part, physiques de l'autre, et puis le proprement biologique, qui est la reproduction des cellules, qui est le fondement de toute ontologie, disons, du vivant, la reproduction cellulaire avec variation, puisque ça, c'est le premier principe de Darwin.
j'entendais une petite critique de Darwin. Ce qui est dit aujourd'hui sur la symbiose est un enrichissement. Darwin, tout d'abord, ces 4 chapitres sur les premiers 6, c'est reproduction avec variation. C'est le principe fondamental de l'approche darwinienne, et puis la sélection, exclusion de l'incompatible, ça s'ajoute. Et puis nous, on sait enrichir par 1000 choses, c'est-à-dire par les rôles des symbioses, des cénomyoses, des colonies, et évidemment, ça s'ajoute. En plus, l'évolution n'est pas vraiment un arbre, puisqu'il y a plein d'échanges entre les branches, des fragments d'ADN qui passent l'un à l'autre à cause des rétrovirus. Donc, il s'agit d'enrichir la vision darwinienne, certainement pas de la jeter par la fenêtre. Donc, ces aspects-là qui sont des analyses propres du vivant doivent nous faire différencier très radicalement de ces mythes de projection de la machine sur la nature qui est gravissime. Et un autre aspect de ce mythe, c'est toujours concernant les formes, parlons-en, c'est l'effet de la nouvelle intelligence artificielle qui reconnaît les formes d'une façon formidable, avec laquelle on nous rabat beaucoup les oreilles. Tout d'abord, il y a des choses formidables qui se font, c'est vrai. Aujourd'hui, aux machines, on sait faire reconnaître des formes. Il y a vraiment de la nouveauté là, de la nouveauté qui a totalement massacré la vieille intelligence artificielle. Pendant très longtemps, on nous a dit le cerveau, c'est une machine symbolique, 0-1, et on va faire tout avec ça. Ça n'existe plus. Les nouvelles intelligences artificielles, ça utilise des cascades de réseaux de neurones et par des méthodes dans le continu, des mathématiques qui viennent de la physique, des ondelettes, renormalisation et tout ça. Ils font filtrage, convolution, et repèrent des invariants dans les images. Alors, par une opération incroyable qui a été faite, nous avons aujourd'hui la plus grande classification d'images dans l'histoire. Des petits Indiens, Chinois, Africains, à des salaires minimaux, classent des images. Ils disent, ça c'est une bicyclette à côté d'un éléphant, une femme sur une voiture. Ils classent les images. On a des milliards d'images classées et ces machines sont nourries par ce flot d'images desquelles ils construisent les invariants. Et du point de vue technique, c'est formidable. Ils reconnaissent, ça fait la différence entre un chat et un fer à repasser. Ce qui n'est pas facile, faire cette différence à une machine. Et aujourd'hui, ils font ça de façon massive. Mais ceci n'a rien à voir avec la vision animale, encore plus humaine. Nous, les animaux, on reconnaît seulement le mouvement. Et les grands vertébrés, nous avons 6 muscles très rapides qui, avec des saccades oculaires, secouent tout le temps les images. Ce sont les muscles les plus rapides du corps. Et donc, si on les arrête par une anesthésie, on ne voit plus rien. Nous, on voit seulement les mouvements. Une aigle, à 300 mètres, voit une souris qui se cache derrière un buisson. Si on lui montre la photo d'une souris, l'aigle, ça fout totalement. Et ces machines reconnaissent seulement les photos. Elles sont formidables. Donc, ça n'a rien à voir. C'est très utile, mais ce n'est pas de l'intelligence, c'est des méthodes stochastiques de constitution d'invariants, qu'on peut utiliser. Et encore une fois, on le projette sur la vision animale. Non, ça n'a rien à voir. Même les cerveaux, les couches de neurones font tout autre métier. Mais c'est devenu en partie de ce sens commun. Donc, après avoir projeté sur l'ADN la machine à programme, avec des distorsions gravissimes, une aussi a été mentionnée par Maël Motteville tout à l'heure, c'est-à-dire les OGM, les perturbateurs endocriniens. On a mis dans l'écosystème 80 000 molécules. La biologie moléculaire orthodoxe disait, bon, puisqu'elles sont petites, elles ne vont pas être stéréospécifiques, elles ne vont pas transmettre les signaux qui déprogramment l'ADN. Elle nous a dit ça pendant des décennies. Le bisphénol A, les collègues qui ont découvert le rôle des perturbateurs endocriniens, on leur a dit, ah ben non, mais c'est différent de l'estradiol, ça ne va pas interférer avec les récepteurs moléculaires, puisque Monod avait déduit par la vision de l'information et de l'information qui doit être transmise comme dans une algèbre booléenne, exacte comme dans un ordinateur, que les molécules doivent s'encastrer exactement. La stéréospécificité est nécessaire, on trouve dans le hasard et la nécessité.
quand la physique-chimie savait déjà que les interactions macromoléculaires sont stochastiques, se donne en probabilité. Ces probabilités dépendent du contexte. On change le contexte et les interactions macromoléculaires changent. Les cascades moléculaires, qui sont les cascades hormonales, sont modifiées par un contexte chimique différent. Certaines molécules remplacent l'hormone, l'estradiol, puisqu'elles ne sont pas identiques, mais en probabilité, elles suffisent pour foutre la pagaille au niveau des récepteurs cellulaires. Et on a nié ce qu'on a fait dans l'écosystème en disant non, la machine exacte du programme génétique de l'algèbre booléenne ne va pas être modifiée par ces petites molécules. Non, elles interfèrent. Donc, et là, il y a tout un espace à reconquérir du sens de notre rapport à l'écosystème, dont nous essayons de façon différente d'explorer, et qui, tout d'abord, doit être un départage de cette vision qui massacre la nature de la machine qui remplace des éléments naturels, qui doit remplacer l'homme. Je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes. Une autre chose encore sur les activités de reconnaissance de formes. Nous, dans cette imagination des configurations, de sens qui sont des formes, nous savons faire même des jeux. Les Chinois, qui sont des maîtres, ça, ils ont inventé des jeux comme l'échec, les Asiatiques, peut-être pas seulement les Chinois, les échecs et les Go, qui sont des jeux combinatoires, avec un combinatoire tellement difficile qu'on est obligé à imaginer une configuration. Qu'est-ce qu'il fait les grands joueurs? Lui, il imagine une stratégie. Je vais construire un mur, puis je vais attaquer sur la gauche, mais après je vais me défendre sur la droite, de façon qualitative. C'est la seule façon. Le jeu, lui, il est combinatoire. Alors, on lui a contraposé d'abord Big Blue, une machine. La combinatoire est tellement grande que même une machine ne peut pas gagner contre. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en mémoire 100 ans de jeux d'échecs. 100 ans, joués par des hommes, il y a les revues spécialisées. Ils ont mis en mémoire 100 ans de jeux d'échecs. Et quand les joueurs, je ne sais plus, c'était qui, enfin, Gasparov, qui avait joué contre la machine, s'est trouvé face à soi la mémoire des 100 ans de jeux d'échecs. Donc cette machine, quand elle trouvait une configuration qui rassemblait à la position où on était, suivait la piste d'un joueur qui avait joué. Donc il a joué contre des programmateurs très bons, évidemment, qui avaient su faire ça là, et contre 100 ans d'échecs. Est-ce que c'est un jeu... Puis il y a Go. Go, c'était différent. Là, encore une fois, l'imagination d'une configuration du jeu est essentielle. La combinatoire du Go est encore plus grande. Mais maintenant, il y a eu ce tournant. Entre-temps, il y avait eu ce tournant de l'intelligence artificielle. Alors, la machine savait reconnaître des invariants, savait reconnaître des configurations parmi des quantités, des milliards de configurations qu'il avait en mémoire. Et en plus, ça savait même produire des variantes selon des stratégies qui lui étaient données. Et encore une fois, l'homme, avec son imagination, s'est trouvé face à cette exploration combinatoire sans aucun sens, pour la machine. Tandis que pour lui, pour le joueur, il y a cette passion qui dicte comment voir la dynamique du jeu dans le temps. Et ouais, d'accord, elle a perdu, c'est-à-dire on nous a rappelé, écoutez, vous n'êtes pas très bon à vous souvenir des milliards de configurations, vous n'êtes pas très bon à constituer des variants totalement insensés, mais qui sont explorés de façon combinatoire par la machine. Mais est-ce que ça a servi à quelque chose? Oui, je crois que oui, puisque vous savez, quand on voit tous ces jeunes, malheureusement, qui passent leur temps à faire des jeux sur l'écran, et on leur dit, écoutez, dans les 2 jeux de loin les plus difficiles de ce qui existe, les échecs et les Go, la machine est mieux que vous, on prépare à dire, vous devez accepter n'importe quelle condition de travail, à n'importe quel salaire, puisque les machines sont mieux que vous, sinon on vous remplace. Il y a derrière, je crois, au fond, ces discours qui changent de rapport de l'homme au travail, cette menace permanente du remplacement. Une dernière chose, nous quand bougeons dans la nature, dans le monde,
on fait toujours des gestes protensifs, c'est-à-dire ce que l'animal sait faire, c'est de précéder une trajectoire d'une proie. C'est la chose fondamentale. Avec les saccades, si on doit rattraper quelque chose, l'enfant qui apprend à prendre une balle apprend à précéder avec une saccade la balle et faire le geste pour attraper la balle. Ce qui, le joueur de tennis fait de façon maximale. Et là, avec une saccade, il trace la courbe de poursuite. C'est vraiment fondamental pour attraper une proie, pour s'échapper d'un prédateur. Hein. C'est cette protension qui permet de précéder une trajectoire d'un autre animal, d'un objet, comme ça. Alors, on fait la conduite automobile avec ces voitures à laquelle on a passé des milliards d'images possibles étiquetées par des Chinois, des Indiens qui, pour des très modestes salaires, mettent des étiquettes et la voiture, quand même, automatique, se débrouille, puisqu'il y a tellement de configurations. Mais nous, on ne conduit pas comme ça. Nous, on précède les autres objets qui bougent. On fait comme quand on allait à la chasse, quoi. On a la même attitude et effectivement, on a besoin de reconnaître. Pour voir une chose qui bouge, on comprend la direction, on devine la trajectoire et on agit de façon cohérente. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe à Phoenix, par exemple, il n'y a pas très longtemps, femme tuée, vous l'avez vu, par une machine à conduite automatique. C'était une femme avec un jupon qui traversait la rue avec une bicyclette, configuration qui n'était pas été examinée. En plus, il y a quelque chose sur les trottoirs de Petit, mais qui est différent. Je ne sais pas si c'est ampoulé, on ne voit pas très bien dans la reprise. Donc, femme avec jupon, bicyclette, épaulée sur le trottoir, ça, c'était pas... Et la machine, qui va tout droit, absolument, sans même essayer de freiner. Nous, on n'agit pas dans l'écosystème, puisqu'on a la liste de toutes les configurations possibles. Il faut se démarquer de cela. Et faisons attention qu'on est en train de construire un imaginaire machinal, comme on l'a fait en biologie trop longtemps, et sur l'histoire du programme génétique, qui est une perte radicale du rapport constructif, créatif, imaginatif de ces configurations de sens, de ces gestes qui précèdent, que je trouve l'activité scientifique, en général l'activité humaine, trouve dans l'art l'expression maximale, comme on l'a vu. Merci beaucoup, Giuseppe Longo. On arrive à la fin de notre temps pour cette table. Alors, on vient de voir à travers votre propos donc, certaines limites de vision sur le vivant qui sont trop exclusivement réductionnistes du point de vue du modèle de la programmation génétique ou d'autres. Et pour terminer la table ronde, j'aimerais poser la question finalement, on a bien vu à travers votre discours les limites de certaines visions sur le vivant, mais quelles sont les alternatives et j'ai envie de redonner la parole à ma gauche pour savoir si Maël, Baptiste peuvent indiquer donc, des pistes, peut-être des voies sur la manière dont se propose dans le discours sur le vivant, à la fois le discours philosophique et le discours biologique, et donc d'autres postures de représentation du vivant qui pourraient émerger de cette discussion. Oui, alors, la piste ou la voie qu'on explore passe par repenser justement l'articulation entre mathématiques et biologie. La tendance en physique consiste à comprendre des phénomènes à travers la mathématisation. Mais du coup, l'essentiel de la compréhension du phénomène se joue sur le plan mathématique. Et ce plan mathématique, il n'est pas attaché à de la matière particulière. Il peut se détacher en quelque sorte. C'est pour ça que, par exemple, on parle de la vitesse de la lumière dans le vide, on ne dit pas de quelle lumière on parle. C'est la même pour la même vitesse pour tout rayon de lumière dans le vide. De la même manière, pour Newton, il y a l'idée que la planète et la pomme sont au fond le même objet théorique. Pourquoi ? Parce que si on pense mathématiquement et que c'est la même structure mathématique,
alors on va pouvoir comprendre ces phénomènes conjointement, dans un même mouvement théorique, dans un même geste théorique. En biologie, ça pose problème. Et ça pose problème pourquoi? Précisément parce que les objets biologiques sont des objets qui à la fois proviennent d'une histoire et continuent à produire une histoire. Alors, on pense beaucoup et surtout à l'histoire évolutive et qui est très importante, mais il y a aussi l'histoire du développement d'un organisme. Ce qui fait que, par exemple, quand on fait une expérience en biologie, on a un problème. Ce problème, c'est qu'on veut faire la même chose, mais plusieurs fois, parce que, comme il y a de l'aléatoire, on veut pouvoir dire que ce qu'on fait est bien la cause ou une cause du changement qu'on observe. Mais comme il y a de l'aléatoire, le changement il peut très bien être spontané. Donc on est obligé d'itérer plusieurs fois la même chose. Le problème, c'est que les objets sont différents. Si vous prenez des souris, elles peuvent être un peu plus grosses, un peu plus petites, elles peuvent avoir un peu plus d'hormones, etc. etc. Même la position de la souris dans l'utérus peut avoir de l'influence. Par exemple, si elle est entre deux souris mâles, alors elle va avoir plus de testostérone autour d'elle pendant son développement, et au contraire, si elle est entourée de souris femelles, elle va avoir plus d'œstrogène. Et ça a des effets observables. C'est pas un exemple pris au hasard. Et donc, du coup, quand on travaille en biologie, on ne travaille pas sur le même objet. Quand on fait une expérience, on n'expérimente pas à chaque fois sur le même objet. On expérimente sur des objets qui sont pris dans un processus d'individuation et donc qui sont toujours un peu différents et différents de manière pertinente. C'est-à-dire qu'ils ont un mode de vie un peu différent, ils ont des formes un peu différentes, des fonctionnements un peu différents, etc. Et donc essayer de penser cette question-là jusqu'au bout, entre guillemets, la poser en principe, c'est ça qui nous conduit, par exemple, à parler de contraintes plutôt que de lois, par exemple, pour parler des régularités en biologie. C'est-à-dire, il y a des contraintes, par exemple, l'os de mon bras est une contrainte pour le mouvement de mon bras, les os de mon bras sont une contrainte pour le mouvement de mon bras. À la fois, ces contraintes permettent ce mouvement-là. Si je n'avais pas d'os, je ne pourrais pas faire ces mouvements-là. Mais la forme des os de mon bras peut changer dans l'évolution. Bon, pour un individu, elle ne change pas trop, quoique pour la pratique de certains arts martiaux ou de la danse, il peut y avoir un peu de plasticité. Et donc, comme ça, on peut à la fois articuler une pensée du vivant qui prenne vraiment sérieusement cette notion d'historicité et de contextualité, les deux choses vont ensemble, et permettre à la fois d'étudier les régularités du vivant et les changements de ces régularités du vivant, donc, les changements de contraintes et de forme.